Bienvenue sur le réseau E-Média, bienvenue sur e-Radio, e-TV. Nous sommes avec M. Abdou Fall, ancien ministre de la Culture du Sénégal, et aussi avec Falilou Ba, docteur en sciences de l'information et de la communication, spécial des changements de comportement, lauréat de la meilleure recherche 2019 en France. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques temps au Sénégal, on parle de comment vivre ensemble. Est-ce que le comment vivre ensemble au Sénégal commence à connaître des fructures? Les gens ne comprennent pas aujourd'hui, de plus en plus des débats sont portés qui ne s'étaient pas connus des Sénégalais. Abdou Fall, vous avez récemment rencontré des intellectuels sénégalais, vos amis, vous avez réfléchi sur la question. Pourquoi reposer la nécessité de parler de comment vivre ensemble au Sénégal aujourd'hui? Je vous remercie d'abord de cette invitation. Nous pensons que c'est un thème d'une grande actualité et dont d'ailleurs l'intérêt et l'enjeu dépassent le cadre strict de notre pays. Vous aurez remarqué de façon générale les questions les relations entre les communautés, au sein des communautés, les relations entre les dirigeants, les citoyens ont connu beaucoup de difficultés un peu dans les sociétés modernes. On peut même considérer que notre millénaire est traversé justement par ces problématiques que d'aucuns même qualifient de questions civilisationnelles. Donc il y a presque un monde qui naît, un monde qui meurt, un autre qui naît. Et dans ce moment de passage, il y a des ruptures, voilà, des mutations, et les sociétés humaines, de façon générale, peinent à s'adapter à ce nouveau contexte-là. Notre pays n'y échappe pas. Alors, le cas du Sénégal, ce qui fait que, de façon générale, les gens s'y attardent, parce que nous avons connu quasiment ce qu'on pourrait considérer une exception sénégalaise. Le Sénégal a été marqué justement historiquement par le fait que c'est un pays qui a connu une vie institutionnelle ininterrompue, qui a connu une stabilité durable, touchons du bois, qui n'a pas connu des ruptures sur le plan institutionnel et où on a pu installer et mettre en place des mécanismes de gestion des relations entre les communautés, entre les confessions, entre les confréries, de manière telle que le pays apparaissait et d'ailleurs est resté un pays vraiment stable, de consensus, où on a développé un art de vivre qui constitue un peu le label de notre pays. Alors, on a noté cependant, il ne faut pas le cacher, dans la période des difficultés, parfois des incompréhensions, des malentendus, et avec l'effet amplificateur des médias, on a assisté à des formes de crispation dans les relations entre les communautés. Et c'est pourquoi on a pensé que cette question soit remise sur la table pour qu'on puisse évaluer notre parcours dans ce domaine et voir ensemble d'où viennent les problèmes, comment les maîtriser et reconstruire un nouveau consensus social, un nouveau contrat social qui nous aide à consolider nos acquis dans ce domaine-là. Voilà un peu les thèmes dans lesquels cette question est vécue. Oui. Falilou, vous avez beaucoup travaillé sur des questions de changement de comportement. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui au Sénégal, ces alertes qu'on est en train de noter un peu partout, des crispations, des incompréhensions, des familles, des compétitions entre guillemets entre confréries par rapport à la gestion du Sénégal? Voilà, merci bien M. Samba Diop. Je vous remercie en fait de l'opportunité que vous m'offrez de venir parler aux Sénégalais donc, de cette question-là qui est une question fondamentalement actuelle, comme l'a dit M. le ministre. Je profite aussi pour remercier M. le ministre parce qu'on a deux proximités géographiques et puis intellectuelles. Parce qu'il a été enseignant à l'école 22, donc, qui est chez moi à Guédiawaye, et puis avec des amis qu'il a eu à enseigner qui ont un souvenir tendre par rapport à M. le ministre, mais aussi il a été mon aîné à l'École nationale d'économie appliquée, avec les doyens Badian, les doyens Khan, etc. Donc je pense quand même que cette question-là dont on vient de parler, le vivre en commun au Sénégal, c'est un trésor national. Je pense qu'il a été bâti par nos aînés sur plusieurs mécanismes. Et l'un des mécanismes, c'est parfois des mécanismes ethniques, sociaux, à travers le cousinage à plaisanterie, qui a été en réalité un ciment qui nous a épargné beaucoup de choses.
Sur le plan aussi politique, il y a eu ce qu'on appelle, je parle sous le contrôle de M. le ministre, des entrismes. Au moment où les difficultés apparaissaient, les hommes politiques ont eu l'intelligence de pouvoir trouver des formes qui leur ont permis en réalité d'échapper à ces difficultés. Et puis, il y a donc cette tradition-là a perduré. Mais aujourd'hui, il faut se rendre compte à l'évidence que nous ne sommes plus épargnés par en réalité cette façon de vivre. Parce qu'il y a des éléments nouveaux qui sont apparus. Comme l'a dit M. le ministre, il y a un monde qui se meurt, il y a un autre monde qui naît. Et avec maintenant ces nouveautés, avec ces défis, et je pense qu'il faudra peut-être réinventer ce modèle-là. Et réinventer ce modèle, c'est en réalité essayer de s'appuyer sur ce qui a été fait, notre unité. Parce que le Sénégal, pour nous, le vivre ensemble n'est pas une quête. C'est un acquis qu'on a obtenu. Et cet acquis-là a été bâti, comme je l'ai dit, par nos anciens. Maintenant, aujourd'hui, il y a des défis qui sont là. Et ces défis-là nous interpellent et nous obligent à changer. Oui, face à la perte des valeurs, face à l'éducation qui est de plus en plus délaissée, face à l'école publique qui est pratiquement, excusez-moi le terme, à la rue, comment faire aujourd'hui pour que ce consensus vivre en commun ensemble ne s'effrite pas? Oui, je pense qu'il faudra quand même rétablir les fondamentaux. On ne peut pas en réalité faire l'économie de retourner à nos fondamentaux. Et retourner à nos fondamentaux, vous parlez de ces valeurs-là qui sont en train de s'effriter, il faudra quand même reconstruire ces valeurs-là. Parce qu'en réalité, un pays s'appuie, vit sur ces valeurs, en fait ces bonnes valeurs. Maintenant, il faudra également combattre les comportements déviants. Et nous en avons. Aujourd'hui, la question qui doit se poser, c'est comment faire pour en réalité arriver à éradiquer ces comportements déviants qui sont aujourd'hui en train de s'installer en passant par des canaux nouveaux. Et quand vous parlez de réseaux sociaux, je pense qu'il a son lot de bonnes choses, mais il a aussi son lot de mauvaises choses. Et ces réseaux sociaux-là véhiculent, ou les gens passent par ces réseaux sociaux pour véhiculer des antivaleurs. Et donc, par conséquent, il faudra quand même revenir à réglementer ces réseaux sociaux. Je pense qu'on doit passer par là, parce que ça est devenu une zone de non-droit. Une zone de non-droit où, en réalité, il y a une liberté d'expression qui ne s'accompagne pas d'un devoir de responsabilité. Je pense que quand on a un réseau social, on doit forcément se dire qu'il y a une liberté d'expression qui est là, mais il faudra également qu'on ait un devoir d'assumer ses responsabilités. Il y a également une zone de non-droit et de non-loi, parce qu'on n'a pas encore aujourd'hui des mécanismes juridiques qui sont capables en réalité de réguler les réseaux sociaux. Tout le monde y entre, chacun y entre n'importe comment, et parfois on échappe en réalité aux sanctions qui doivent être maintenues. Maintenant, il y a également, oui, dans ces réseaux sociaux également, mais des zones où d'invisibilité, parce que les gens peuvent passer par les réseaux sociaux et ne pas être visibles. Je pense que là aussi c'est un défi technologique. On doit être capable aujourd'hui de pouvoir pourchasser et dénicher ces gens qui sont tapis dans l'ombre et qui peuvent peut-être mettre en mal notre commun vivre ensemble. Mais je pense qu'il ne faut pas aller dans ce sens de dire que nos confréries sont en compétition. Je pense que le terme de compétition me semble en fait un peu violent. Ce n'est pas en réalité une compétition, c'est parce qu'on n'a pas compris. Parce que nos confréries ont un objectif principal, ultime et final. C'est quoi? Dans ce qu'on appelle nous, dans le jargon du marketing religieux, c'est essayer quand même de créer, de former et de conquérir autant d'hommes modèles. Donc, il n'y a pas une question de soustraction, il y a une question d'addition. C'est-à-dire, le mouride, les tidjanes, les niassènes, les laïens visent le même objectif, c'est de créer un Sénégalais modèle et puis imbu de nos valeurs sociales et de nos valeurs religieuses. Et par conséquent, toutes les grandes personnalités qui sont au cœur de ce système-là comprennent cela. Donc il y a maintenant des gens qui n'ont pas compris et qui veulent en réalité semer la zizanie. Mais si en réalité on peut se dire que finalement les trajectoires peuvent être différentes, mais la finalité reste la même, je pense que le marketing religieux ne va pas se conjuguer par la concurrence, mais ça va se conjuguer par le partenariat. Et dans nos confréries, il doit y avoir beaucoup plus de partenariat que de concurrence, à mon avis. Oui, monsieur le maître, comment aujourd'hui, dans un pays où on parle de comment vivre ensemble, essayer de le conserver, si les piliers de cette société-là sont malades, l'école et la famille? Vous posez là un problème de fond. En vérité, il a évoqué tous les différents outils, les différents instruments et les différents mécanismes que dans la société africaine, d'avant l'indépendance,
que nous avons construit. Le Sénégal, de ce point de vue, je ne te parle même pas de la période de l'indépendance, avant la colonisation. Voilà. Les colons, lorsqu'ils dominaient nos pays, nous ont trouvés dans des espaces qui étaient gérés selon des règles, des principes et des valeurs qui garantissaient un modèle de vivre ensemble qu'on a perpétué et qui se exprimait à travers tous ces mécanismes que vous venez de citer. Cousinage à plaisanterie, un phénomène très intéressant qui a été très fédérateur et qui est une des particularités de la société sénégalaise. Le Wolof, le professeur Cheikh Anta Diop dit que le Wolof n'est pas une ethnie, c'est une langue. Derrière chaque Wolof, il y a une ethnie. Et c'est le fait qu'on est disposé là d'une langue qui fédère tout le monde, tout en permettant à chacun de garder son identité culturelle fondamentale, sa culture et sa langue et son identité, a été quand même un phénomène très intéressant dans notre histoire, qu'on n'a pas suffisamment questionné d'ailleurs. Et c'est ça qui a créé un paradoxe. Le Sénégal apparaît aux yeux des gens comme le pays le plus assimilé sur le plan, voilà, dans l'espace francophone. Or, paradoxalement, c'est le pays où la langue française est la moins parlée en famille. Les gens, en famille, ils parlent et leur langue maternelle et la langue Wolof, qui est un peu la langue des enfants qu'on utilise dans notre côté social quotidien. Alors, donc, c'est tout ça, tous ces mécanismes dont nous avons bénéficié. Nous avons également un islam qui n'était pas politique, qui a été politique au départ, mais qui a changé de stratégie lorsqu'ils se sont rendus compte que les rapports de force sur le plan technologique et militaire ne leur permettaient pas de faire face à la domination coloniale. Nos guides religieux ont changé de statut pour développer un islam culturel. Voilà, basé sur l'éducation, la formation, etc., etc. Et c'est ceci qui leur a permis cette cohabitation dans la durée. Et même ce modèle de laïcité très original, une laïcité positive sénégalaise qui a facilité le compagnonnage et la cohabitation entre des confessions différentes, entre des ethnies, etc., etc. Donc c'est un peu tous ces instruments qui ont été des facteurs d'unité et de cohésion nationale, qui ont été les ciments de notre société et qui nous ont permis de construire une société stable et paisible et des relations pacifiées entre les communautés. Et naturellement, les instances à travers lesquelles les citoyens sénégalais, l'homme sénégalais était préparé à entrer dans la vie active, c'était des instances assez originales. Voilà. Dans notre société éducation socio-familiale traditionnelle, nous avons deux instruments. Nous avons toutes les questions, les problématiques de classe d'âge, à travers notamment avec la circoncision, qui est un moment fort, le passage dans ce qu'on appelait la case de l'homme. Qui est de plus en plus délaissé. Mais justement. Les gens maintenant, ils circoncisent les enfants à l'hôpital. C'est pourquoi je reviens sur ça. Pour dire que nous avons historiquement mis en place des instruments et des instances de formation et de préparation de nos sociétés qui nous ancrent dans nos valeurs et qui développent entre nous. Les frères de case sont plus que des frères de sang. Donc, tout ça contribuait à cimenter. Et maintenant, nous avions l'école, l'éducation arabo-islamique, le Dara, qui est aussi une autre instance de préparation à la vie. Les membres de nos mêmes Dara sont liés par des liens, unis par des liens de solidarité et à vie. Et tous, ils ont eu également une formation d'homme. Le fait que, quel que soit son niveau social, ses origines sociales, qu'on vous amène à faire à manger dans la rue, voilà, c'était formateur. C'est pour tuer chez nous la vanité, l'orgueil, etc., etc. Donc c'est à travers toutes ces instances que à cela maintenant est venue s'ajouter l'école française. Et maintenant, avant d'arriver à l'école française, on nous avait tellement installé dans notre environnement socio-culturel et dans nos convictions religieuses que l'école française devenait un supplément, un instrument au service de notre modernité. Pas plus. Alors, c'est pourquoi lorsque vous posez le problème de l'affaissement de ces systèmes, on ne peut pas analyser les phénomènes que nous vivons aujourd'hui en termes de vivre ensemble si on ne re-questionne pas notre système. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un nouveau modèle à renégocier. Alors, et c'est là que je vais conclure sur ce point. Notre société
a été dominé par des élites qui ont été formées à l'école française et des élites qui ont été formées à l'école arabo-islamique. Mais ceux qui ont été formés à l'école arabo-islamique ont eu également une éducation socio-familiale traditionnelle qui leur a donné un ancrage dans leur milieu d'origine, qui leur donne une influence supérieure à ceux qui ont été formés dans les écoles qui, à un moment donné, ont été coupés de leur origine. Alors, c'est un peu, on a pu, tant qu'on pouvait négocier les relations entre ces communautés, tout se passait très bien. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, l'autre catégorie considère qu'il y a un déséquilibre dans les rapports de pouvoir. Dans le rapport de pouvoir. Et c'est pourquoi moi, je suis de ceux qui pensent renégocier ce consensus, c'est mettre où il faut qu'on se parle. Il faut que les élites formées à l'école française, les élites formées à l'école arabo-islamique et les élites formées dans nos sociétés traditionnelles, qui sont dépositaires d'un gisement infini de connaissances, de savoir-faire et de savoir, il faut que le dialogue entre ces trois communautés, ces élites, puisse se reconstituer pour qu'on voie ensemble comment reconstruire un modèle qui nous permet de former le nouveau type de Sénégalais qui reste ancré sur ces fondamentaux-là. Donc voilà un peu, c'est pourquoi le débat sur l'école est important. Mais l'école doit être questionnée, parce qu'on le veuille ou non, nous continuons de fonctionner avec une école qui a été conçue, pas pour notre développement, mais qui a été conçue pour servir les intérêts des groupes qui les avaient montés. L'école française telle qu'elle fonctionne n'a pas été suffisamment questionnée et changée. Il y a eu des efforts, c'est vrai, mais il y a encore des sauts extrêmement importants à faire, notamment sur la langue, la place des langues, et notamment sur la préparation au métier. Et troisièmement, c'est préparer le citoyen de demain à être autant intéressé au savoir qu'il tire de l'école qu'au savoir qu'il tire de sa société, ancré dans sa société. Et c'est ça la puissance, à mon avis, des sociétés asiatiques, où leurs élites sont restées fondamentalement ancrées dans leur milieu d'origine, tout en restant ouverts, étant très ouverts à la technologie et au savoir moderne. C'est ça qu'il va falloir renégocier, à mon avis. Oui, pour renégocier, il faut des changements en profondeur. Vous êtes spécialiste des changements. Il faudrait, comme vous l'avez dit, il y a une société nouvelle qui arrive, qui trouve l'ancienne, qui est en train de mourir. Comment faire la jonction entre les deux pour que le changement soit efficace? En réalité, je pense que ce qu'il faudra comprendre, c'est la notion combien important de métissage et de branchement. Je pense qu'en faisant en réalité mes lectures, je me suis rendu compte on a beaucoup parlé de métissage, mais en fait le métissage en réalité ne peut pas être le modèle idéal. Parce que le métissage, c'est la rencontre de deux cultures avec quand même une domination de l'une des cultures sur l'autre. Aujourd'hui, de plus en plus, les sociologues questionnent en réalité le métissage en remplaçant le métissage, je pense, par le concept le plus approprié de branchement. Or, dans un branchement, en fait, il y a une rencontre, mais d'égal, entre deux sociétés et deux cultures. Monsieur le ministre vient de le dire, en réalité, notre modèle pédagogique en fait, a été bâti sur... On a amené un modèle français qu'on nous a imposé. Et ce modèle-là, quoi qu'on puisse dire, n'a pas pris suffisamment en compte les substrats culturels que nous avons, nous, développés et qui étaient en fait des substrats intéressants et importants. Je pense aujourd'hui, nous fautons beaucoup par le fait en réalité que nous ne nous retrouvons pas sur ces substrats culturels-là. Je pense qu'il faudra de plus en plus aller vers un branchement. Et ce branchement-là nous amènera à redonner à nos valeurs culturelles importantes et positives leur place réelle dans cette société. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis invité par exemple à Paris à la fin de l'année pour qu'en réalité je vienne leur parler un peu de l'interculturalité. Parce qu'ils se sont rendus compte, en voulant en réalité travailler avec des enfants de familles d'origine, ils n'ont pas les outils et les mécanismes pour mieux prendre en charge ces enfants-là. Donc les assistants sociaux ont des difficultés. Parce qu'en réalité, on est ancré dans nos valeurs et ces valeurs-là, il y a un côté positif qu'il faudra sauvegarder. Je vous dis simplement, mais quand vous allez en Europe, pour vous dire qu'en fait que le vivre ensemble sénégalais est un acquis, mais quand vous descendez en Europe, le Sénégalais demande où se trouvent les Sénégalais. Il ne peut pas vivre ailleurs qu'entouré des siens. Et je pense que quand même ce communautarisme-là, qu'on a un peu décrié en Europe, mais qui reste en réalité un fondamental chez nous, il faudra le sauvegarder. Donc, je suis convaincu qu'il faudra quand même qu'on revienne à ces valeurs-là.
Et parmi ces valeurs-là, il y a des valeurs qui sont positives et qu'on est aujourd'hui en train, nous, de perdre alors que les autres nous envient ces valeurs-là. Et je pense qu'il faudra quand même qu'on aille dans ce truc-là. Donc, comment conduire ce changement? Comment conduire ce changement en revenant à ces valeurs? Est-ce que d'abord les gens sont assez appréhendent réellement cette perte de valeur? Est-ce qu'ils vont revenir à ces valeurs ancestrales qui peuvent être combinées avec de modernité pour être efficaces? Oui, en réalité, je pense quand même que nous les perdons sans y prendre fondamentalement conscience. Parce que quand même, il y a en réalité cette invention du mondialisme. Et puis, cette mondialisation vient en réalité emporter les substrats que nous avons. Je pense que, oui, il faudra, comme le font le ministre et puis avec tout le groupe avec qui il travaille, je pense re-questionner ces problématiques-là. Au moins, ouvrir les yeux des Sénégalais sur le fait que nous avons des acquis. Genre, une éducation doit être là, des campagnes d'information et de sensibilisation doivent être menées, et puis donner des exemples. Et je pense que ce qu'on a aujourd'hui en train de faire, en voulant re-questionner en fait nos héros avec leurs valeurs et puis les réintroduire dans le circuit pédagogique me semble quand même un élément important. J'ai vu il n'y a pas longtemps, on a organisé en réalité raconter le Sénégal à travers des éléments culturels où on est revenu avec des enfants pour leur reparler en fait de tout ce que nous avons. Ensuite, maintenant, ces éléments-là par lesquels on pensait la circoncision, tous ces éléments-là qui refondaient en fait et qui cimentaient la société sénégalaise, je pense qu'il faudra les faire. On est beaucoup plus attachés l'un à l'autre quand on a fait la circoncision ensemble que quand on est allé à l'école ensemble. Ne serait-ce que pour ça. Et la famille qui est en crise aujourd'hui dans notre pays? Parce qu'avant, la famille était un lieu de socialisation, comme on le disait, où d'abord manger autour du bol familial, tisser des liens, il y avait toute l'éducation qui était donnée. Aujourd'hui, le soir, quand les gens rentrent chez eux, ils ne mangent plus avec leurs enfants, les enfants sont sur les téléphones portables. Il y a une sorte de... Les gens vivent dans la famille, mais vivent seuls, chacun à côté, séparés. Est-ce que tout ça, ce n'est pas des éléments de soudure encore de la société sénégalaise? Mais c'est ça, en réalité, ce sont en réalité les plus grands dangers de se vivre ensemble-là. Parce qu'en réalité, si on se laisse séparer par ces éléments nouveaux-là, il faudra... Je pense que, pourquoi pas, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des expériences qui sont menées où 24 heures ou 48 heures sans téléphone portable. Et puis, il faudra mettre des règles où, à un moment donné, la famille prend le pas sur les individualités et à un moment donné, il faudra laisser à chacun vivre dans sa vie privée. Je pense qu'il faudra quand même remettre de l'ordre dans la famille, retourner à ces anciennes valeurs-là qui nous permettaient en fait de nous retrouver. C'est vrai que vous me direz que c'est très difficile parce qu'en réalité, les circonstances commencent à changer. Nous avons en fait des enjeux, des défis qui sont beaucoup plus importants. Les gens quittent leur maison très tôt, reviennent le soir, ils n'ont pas pu prendre en charge. Mais je pense qu'il faudra quand même qu'on fasse violence sur nous. Parce que nous, on veut faire un Sénégal, mais un Sénégalais en rapport avec le Sénégal. Et par conséquent, il faudra que nous mettons en place nos valeurs et que nous puissions quand même avoir une combinaison intelligente entre les valeurs que nous avons, positives, et les valeurs que les autres nous ont léguées et qui sont aussi positives. Je pense qu'il faut aller à ça. Monsieur Ritz, beaucoup donnent l'image d'un pays que je ne vais pas nommer, qui a connu beaucoup de changements en qualité. On peut parler du Ghana peut-être, ou avec l'avènement de certains politiciens comme J. Rawlings et les autres qui ont suivi, ont permis au Ghana de se réconcilier avec lui-même et de donner une belle image. Tout le monde parlait des Ghanéens qui étaient un peu partout à travers le monde, mais on a l'impression que la diaspora ghanéenne est revenue se réinstaller dans ce pays parce qu'il y a eu d'abord une répartition équitable des richesses pétrolières et gazières, l'économie qui marche un peu. Ce changement qui est venu dans ce pays-là, est-ce qu'il est possible de l'avoir au Sénégal aujourd'hui? Le Sénégal vit aussi ces changements avec ses difficultés. Mais quand même, il faut dire que chaque pays a son itinéraire et on ne peut pas, comme disait le président Senghor, comparaison n'est pas raison. Bon, maintenant, écoute, il y a que... Moi, je pense quand même que nous, on a eu une chance importante. C'est la chance de cette continuité et de cette stabilité qui nous a permis quand même, quoi qu'on dise, parce que tous ces pays que vous citez aujourd'hui, qu'il s'agisse du Ghana, qu'il s'agisse même du Rwanda, qu'on sait de plus en plus, il y a eu des ruptures. Voilà. Et ces ruptures, et c'est à partir de ces chocs voilà, extrêmement violents que, en fait, il y a eu un sursaut et les gens sont retombés sur leurs jambes en acceptant
une sorte d'obéissance volontaire. Voilà, parce qu'ils se rendent compte que s'ils ne le faisaient pas, ils risquaient d'aller à la dérive et à la catastrophe. Nous, on a eu la chance de n'avoir pas connu ces difficultés. Donc c'est dans un contexte de démocratie, sous le modèle occidental, voilà, que nous devons conduire nos changements. C'est un peu plus difficile. Mais je pense que c'est un challenge qui est à notre portée. Alors, et d'ailleurs, un des grands soucis que beaucoup d'observateurs lucides ont aujourd'hui sur les évolutions de notre société, c'est un peu cette façon de pervertir notre démocratie pour en faire une démocratie de défiance systématique. Alors que la force de la société sénégalaise, c'est qu'on savait gérer nos différences, mais dans le respect mutuel. Et on savait raison garder. Voilà. Or, aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus on se radicalise, plus on compte. Et ça, c'est une logique un peu dangereuse dans des sociétés qui n'ont pas encore achevé de construire leurs fondamentaux et qui appellent un minimum de consensus. Voilà, alors, donc voilà un peu les difficultés que nous rencontrons. Est-ce que dans cette radicalisation, les réseaux sociaux ne jouent pas un grand rôle? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, vous pouvez être partout au Sénégal, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous êtes dans les réseaux sociaux, avec les audios, les gens disent tout ce qu'ils veulent, tout en pensant qu'ils sont impunis, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas un danger pour la cohésion sociale. Oui, alors les réseaux sociaux, le problème des réseaux sociaux, c'est ce qui les rend difficiles. Autant ils peuvent constituer un danger si on les laisse s'installer dans les dérives et qu'on ne prend en compte les dimensions, disons, déstabilisatrices, mais ils sont aussi un atout si on sait en faire un usage positif et constructif. Sur tous ces sujets, quand même, il faut dire que de plus en plus, autant il y en a qui sont dans des logiques de destruction, autant il y en a qui sont dans les logiques d'échange, de partage, de renforcement, d'apprentissage, parce qu'il y a un gisement aussi de savoir énorme. Alors maintenant, c'est cet équilibre qu'il faut faire. Comment faire profiter au maximum tout en l'organisant quand même, parce que cette pagaille-là aussi, elle n'est pas viable. Alors, c'est de ce point de vue que nous, qui sommes dans des environnements démocratiques, que nous devons faire attention. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque le président a pris l'initiative du dialogue, j'ai dit, c'est très bien, parce qu'il faut qu'on puisse, à un moment donné, nous retrouver pour re-questionner notre système dans son fonctionnement global et voir comment reconstruire de nouveaux consensus qui nous permettent de sauver nos acquis et de les consolider tout en gardant la liberté d'opinion pour les uns et pour les autres. En tout cas, être attentif que le réseau social est une zone de non-droit, est une zone d'anonymat, est une zone de non-réglementation. Je pense qu'il faudra d'abord qu'on soit conscient qu'il y a toutes ces dérives-là. Après, maintenant, il faudra quand même essayer de les canaliser et puis de les gérer. Parce que si on ne les gère pas, si on ne gère pas en réalité toutes ces dérives-là, ça peut, comme l'a dit M. le ministre, peut nous amener vers, en réalité, des éléments que nous ne souhaitons pas. Mais face à tous ces défis, comment mettre en place un consensus au niveau du Sénégal fort pour qu'on s'entende, nous les Sénégalais, sur l'essentiel, malgré nos différences? Mais je pense qu'en fait, il y a le rôle des autorités politiques même est important. Il faudra en réalité qu'ils nous montrent le chemin et qu'il en réalité nous amène vers ce chemin-là. Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure qu'en réalité, il y a ces pays-là aujourd'hui dont on chante les louanges. Il y a en réalité, quoi qu'on puisse dire, une autorité politique forte qui met en avant et puis qui montre le chemin à suivre. Maintenant, quitte à ce qu'on soit beaucoup plus vigilant et beaucoup plus rigoureux sur ça. Je pense que, comme l'a dit M. le ministre, nous avons aussi hérité en réalité de cette démocratie où, au Sénégal, on n'a pas été touché par beaucoup de phénomènes et que nous pensons quand même que cette démocratie-là, on peut en jouir comme on veut. Je pense qu'il faudra quand même un minimum de responsabilité et un minimum de directives. Et ces directives-là doivent être montrées et puis données par les autorités politiques. Je pense qu'à ce niveau-là, quand même, les autorités politiques doivent savoir raison garder, revenir en fait à leurs droits. Et ce droit-là, c'est ce droit-là, pourquoi on les a mis là où ils sont. Et ils doivent quand même nous montrer ça. Mais sans cela, si on laisse par exemple, ne serait-ce que pour le réseau social, si on laisse en réalité chacun faire ce qu'il veut, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de sanctions. Moi, je n'aime pas beaucoup les sanctions, mais à ce niveau-là, je pense qu'il faut en réalité être visible, essayer de voir tout le monde qui se trouve dans ces niveaux de réseaux sociaux et donner des exemples. Parce que si ça doit mettre en péril notre vivre ensemble, je pense qu'il faut quand même. Il y a des pays, on n'ira pas jusque-là, qui ont fini même par interdire. Mais je pense que nous, on peut réguler et réglementer. Sans cela, nous pouvons quand même
recevoir de ces réseaux sociaux que ce qui est négatif. Or, nous devons et nous pouvons en obtenir ce qui est bien. Et aujourd'hui, nous avons des exemples précis. On a des éléments qui sont bien. Aujourd'hui, vous pouvez rester là et puis parler avec le monde. Et puis comprendre en fait le monde. Et ça, c'est un élément important. Mais il nous faudra que aussi ça nous permette, nous, de nous consolider dans nos valeurs. Mais si en réalité, ça nous permet de nous ouvrir au monde et en réalité de mettre en péril notre vivre ensemble, je pense qu'il faudra savoir raison garder et puis réglementer tout cela. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut revenir à ramener ce qu'on appelle le vivre ensemble dans notre pays, ces frictions qu'on voit de plus en plus, s'il y a une rupture de confiance entre les Sénégalais et l'élite, en pensant que les politiciens sont souvent là pour dribbler, pour ne pas dire la vérité, pour trouver entre eux de gérer leurs propres intérêts? Oui, c'est là un problème de fond. Du Sénégal peut-être, et moins d'ailleurs pour le Sénégal que à l'échelle des sociétés humaines aujourd'hui. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, nos sociétés ont pris l'option de développer le modèle libéral face au communisme et de développer le modèle de la démocratie représentative, libérale représentative. Aujourd'hui, depuis la chute du mur de Berlin, on est arrivé dans un monde qu'on a appelé unipolaire. Et depuis lors, avec la mondialisation, on assiste à des phénomènes tout à fait singuliers. Autant le monde a aujourd'hui développé, l'humanité, des capacités de production de richesses hors du commun, autant en termes de redistribution de ces richesses, on n'a jamais connu un modèle aussi inique et aussi inégalitaire. Et dans un contexte d'élévation du niveau culturel, technique et scientifique et des capacités informationnelles des citoyens. Donc de plus en plus, les inégalités à l'intérieur des nations et les inégalités entre les nations ont pris des formes que les citoyens à l'échelle des nations et à l'échelle internationale n'acceptent plus. Il y a à peu près 1% de la population mondiale qui contrôle près de 90% des ressources mondiales. Ce n'est pas croyable. Et le modèle démocratique a fonctionné aussi de cette manière, d'une manière telle qu'à un moment donné, il y a une rupture entre les dirigeants et les citoyens. Les citoyens considèrent que le modèle économique, comme le modèle démocratique, fonctionne plus pour des groupes qu'il ne fonctionne à leur profit. Et c'est ça qui entraîne cette logique de défiance qui apparaît sous toutes les formes que vous avez, et en particulier dans les pays même qui étaient considérés comme des démocraties avancées. Alors, donc ça, c'est des problèmes de notre temps et qu'il nous faut mettre sur la table et redéfinir. Moi, je pense qu'on est arrivé à une phase de l'évolution des sociétés humaines et de l'humanité où il faut re-questionner notre modèle économique, re-questionner notre modèle démocratique. Pour plus de justice, plus d'équité, plus d'égalité, plus de respect du citoyen. Et qu'il faut de plus en plus combiner démocratie représentative et démocratie participative, parce qu'aujourd'hui, à l'échelle des communautés, le niveau des citoyens intellectuels et culturels est tel qu'ils ne peuvent plus accepter que le modèle de gouvernance verticale puisse continuer de fonctionner au détriment du modèle horizontal. Il y aura toujours maintenant un système d'autorité qui sera nécessaire. Ça, c'est les besoins de la masse. Comme on dit, un État faible nous affaiblit, nous met en danger, mais un État fort nous écrase, mais un État faible nous met en péril. Donc il faut qu'on restaure aussi l'autorité de l'État. Mais pour le faire, il va falloir développer de nouvelles relations. C'est un peu ce que nous, dans notre mouvement, on avait appelé le Andu Naoulé. Il faut que dans la relation entre les gouvernants et les gouvernés, entre ceux qui administrent et ceux qui sont administrés, entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés, qu'on envisage de les reconsidérer en des termes de partenariat, plus que dans des termes de dirigisme tel que ça a jusqu'à là prévalu. Moi, je pense donc que ce sont là des sujets de fond qui traversent notre société et je pense que notre pays a la chance d'avoir une histoire, voilà, et une culture qui nous permet d'être innovants dans ce domaine. Voilà. Et c'est pourquoi le dialogue entre les élites des différentes catégories d'élites que nous avons dans notre pays est essentiel. Il faut que d'abord que les uns et les autres se reconnaissent, que les élites formées à l'école française, qu'ils sachent et reconnaissent la valeur des autres élites qui gouvernent notre société.
les élites traditionnelles comme les élites sorties de la formation arabo-islamique. Et qu'ils puissent dialoguer entre eux et que chacun puisse tirer le meilleur profit de l'apport de l'autre, pour que tous ensemble, on le mette au service de nos communautés. Alors donc voilà un peu moi la lecture globale que j'ai de ces sujets. Et je pense que, et d'autant que maintenant le problème qui se pose, vous savez l'avantage que les sociétés occidentales ont sur nous. J'aime bien répéter le professeur Cheikh Anta, lorsqu'il disait, on était jeunes là, il nous disait, écoutez, il y a deux catégories de peuples. Les peuples qui sont vautrés dans le présent et ceux qui sont projetés dans l'avenir. Les seconds ont toujours dominé les premiers. Et si vous voyez, aujourd'hui, les sociétés occidentales, moi je me souviens dans les années 80, les informations, comme nous on était très portés sur les études. Alors, on lisait énormément de revues et j'avais surpris des conclusions de certaines officines de pensée, de think tank américains qui disaient que le monde qu'ils allaient avoir en face d'eux allait être confronté à 3 défis. Le défi nucléaire soviétique, le défi idéologique de l'islam et le défi démographique de l'Afrique. Et depuis lors, ils ont mis en place tout un ensemble de mécanismes, élaborés des stratégies pour les contenir. Aujourd'hui, l'Union soviétique n'existe plus. L'Afrique et l'islamisme constituent un de leurs grands sujets et soyez certains qu'ils ont une vision très claire sur ces sujets-là. Aujourd'hui, une puissance comme la Chine, ils sont en train de construire les nouvelles routes de la soie. Ils se projettent sur 100 ans. Et nous, on est là encore confinés dans nos petits débats, etc. Alors c'est pourquoi les élites et les intellectuels, de façon générale, de toutes les catégories que je viens de citer, tu vois, avec les populations, il faut qu'on se refasse confiance, qu'on puisse dialoguer et construire nos propres modèles. Et avoir le courage de nous projeter dans l'avenir et vraiment de construire un rêve africain. Il faut qu'on y arrive. Et c'est ça la mission des élites. Une élite qui n'est pas capable de faire ça, bon, écoute, elle ne joue pas, ça ne remplit pas sa mission historique, comme disait Frantz Fanon à l'époque. Mais justement, c'est ce que demandent les populations. Est-ce que les élites, aujourd'hui africaines et sénégalaises en particulier, sont conscients que dans cette bataille-là, qu'il y a une rupture de confiance entre les populations, surtout concernant les questions de transparence, les questions de démocratie et de la redevabilité? Mais c'est vrai en réalité que si on regarde, on fait le constat, on regarde ce qui se passe, on est désolé de voir en réalité que nos autorités quand même ne donnent pas le bon et le bel exemple. Ça c'est sûr. Et c'est en réalité cette défiance-là dont vous parlez, ça ne fait en réalité que se mettre en action et puis à s'aggraver. Parce que de plus en plus on rencontre, nous sommes dans un monde où les gens maintenant ont l'information. L'information ne peut plus être cachée. Les gens, de plus en plus, sont formés. Et parfois, formés avec les autorités dans les mêmes lieux et dans les mêmes espaces. Donc, on se connaît. Donc, par conséquent, on ne peut pas continuer éternellement à les tromper. Donc, puisque les gens ont le savoir, or, la connaissance, c'est le pouvoir. Puisque les gens ont le pouvoir, les gens ne peuvent plus se laisser berner. Or, j'ai l'impression maintenant que certains parmi les gens qui nous dirigent n'ont pas encore compris ce paradigme-là. Il faudra qu'on puisse savoir que celui qui est en face de moi est aussi ou plus formé que moi, il est aussi ou plus informé que moi, et par conséquent, il connaît ses droits. Et je pense que toute la problématique, elle est là. Aujourd'hui, si vous voyez que toute problématique qui est soulevée, en tout cas de plus en plus au Sénégal, cette problématique-là, elle est captée et puis elle est prise en charge par toutes les populations. Quand on voit aujourd'hui un problème qui se pose et puis toute la population descend dans la rue et donne son point de vue, je pense que ça doit amener les autorités à encore jouer de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus limpide. Est-ce que c'est là-bas que trouve la difficulté pour les autorités de faire changer les paradigmes s'ils veulent changer des choses? Par exemple, le gouvernement avait lancé tout récemment une idée de désencombrer Dakar et tout, mais le lendemain, on voit que le travail qui a été fait, pratiquement, il faut le reprendre parce que les populations reviennent, se réinstaller là où ils étaient. Mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est encore beaucoup plus profond. Là, vous touchez un élément extrêmement important où nos autorités, les organismes publics doivent en fait repenser les approches. Moi, je suis désolé de dire, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur les stratégies de changement de comportement, parce que à quoi on appelle nos populations? On les appelle à changer de comportement.
à être beaucoup plus civique, à respecter en fait l'espace public. Or, les méthodes qu'on utilise ne sont pas forcément les méthodes les plus porteuses. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est en train en réalité d'apporter ce qu'on appelle les stratégies externes à travers la violence et la punition. Sauf que quand on met en place des stratégies externes en usant de punitions, de sanctions, en réalité, ça ne durera que le temps de l'intervention, ce que vous venez de dire. Ça veut dire que les gens vont laisser les choses se tasser et les gens vont revenir. Parce que c'est le naturel, vous le chassez et puis il revient au galop. Alors, les gens devraient avoir d'autres approches. Et pour moi, l'approche que je propose, c'est en réalité que ça vienne de l'individu. Parce que les autorités ne pourront pas tout le temps et à chaque fois revenir pour démolir. On n'a pas ce temps-là, on n'a pas ces moyens-là. Or, si l'individu prend conscience qu'il doit le faire au nom de civisme, au nom de l'intérêt de la nation, ça va s'inscrire dans la durée. Je pense que dans la plupart des cas où les gens veulent en réalité changer fondamentalement les actions et les interventions des populations, on s'y prend un peu mal. On s'y prend souvent en informant et en éveillant les gens. Bon, les gens sont beaux informés, sont beaux éveillés, mais sauf qu'il n'y a pas de relation mécanique entre savoir ce qui est bon et faire ce qui est bon. Donc il faudra qu'on sorte de ce paradigme. Deuxièmement, on va utiliser la sanction et puis tout ce qui va avec. On n'a pas toujours les moyens. Moi, je viens de Guédiawaye. Hier, on a vraiment démoli, mais on a démoli, il y avait 15 jours, on avait démoli, on est resté encore 15 jours pour revenir. Ça veut dire que les gens ont encore eu le temps de repositionner. On n'a pas, en fait, les capacités de mettre en réalité ces changements dans le temps. Or, nous, ce que nous voulons, c'est des changements dans le temps. Parce qu'on ne peut pas chaque fois revenir derrière. Donc, je pense qu'il faudra quand même qu'on repense les approches de changement de comportement des populations. La persuasion, ça ne donne pas des résultats. La sanction, ça ne donne pas forcément les résultats parce qu'on n'a pas les moyens de les suivre dans le temps. Qu'est-ce qui donne les résultats? Alors, ce qui donne les résultats, à mon avis, et ce qu'on a aujourd'hui expérimenté aux États-Unis et en France, c'est en fait des stratégies où l'individu est amené à s'engager. Et ça, je le dis en me disant, ça s'appuie en fait sur notre substrat culturel. C'est qu'aujourd'hui au Sénégal, les gens, quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est vrai que ça commence à se perdre, mais il y a encore des niches importantes. La parole publique et la parole donnée comptent. Moi, j'ai fait l'expérience en allant à Nioro, dans les villages de Djerika et de Diamafara, où j'ai rencontré des populations à qui je voulais prendre des actes concrets. Ce que j'ai fait, je les ai retrouvés réunis dans un débat public. Au terme de ce débat-là, j'ai demandé à chacun prenne un engagement. Et les gens, non seulement ont pris l'engagement sur le plan public, et 6 mois après, quand je suis revenu réinterroger ces engagements-là, je me suis retrouvé avec 80% de gens qui ont effectivement posé l'acte. Et plus que ça, ils ont seulement posé l'acte, mais ils sont même parfois allés au-delà de l'acte. Parce qu'ils ont considéré que c'était un engagement qu'ils ont pris de manière souveraine et volontaire. Mais on a des stratégies qu'il faudra mettre en place pour amener les gens à s'engager. Or, si en réalité on parvient à amener les gens à s'engager, à ne plus prendre des comportements déviants, on a non seulement la chance de les voir les matérialiser, mais on a la chance de les voir les matérialiser dans le temps. Encore une fois, nos séances d'information et de sensibilisation, nos sanctions sont inscrites dans le temps. Or, le comportement dépasse le temps. Il faudra qu'on aille à cela. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'interpelle le gouvernement, on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup d'argent, mais sur des éléments de changement de comportement qui ne garantissent pas non seulement le changement de comportement, mais qui ne garantissent pas le changement de comportement dans le temps. Donc je pense qu'il faudra quand même qu'on réinterroge toutes ces stratégies. Or, il y a des spécialistes qui commencent aujourd'hui à interroger. Et ce que je vous dis là, c'est non seulement ce qui se fait dans les autres pays avec des résultats probants. Et moi, j'en ai fait l'expérience ici, à Nioro, dans les villages de Djerika et de Diamafara. On n'a pas de l'élite aujourd'hui qui doit apporter les changements. Ça tombe bien. Abdoulaye Wade doit rencontrer Macky Sall aujourd'hui. J'aime bien réagir sur très rapidement. Il a dit des choses tellement intéressantes que j'ai envie
en fait de dire 2 ou 3 choses. La première, il a beaucoup insisté sur cette nécessité de réaliser l'équilibre entre les libertés et la responsabilité. De réaliser l'équilibre entre les droits et les devoirs. Parmi les réformes de la constitutionnelle récente, il y a un point essentiel qu'on a traversé et qui est pour moi fondamental. C'est le point qui fait référence au devoir citoyen. Le devoir citoyen appelle va de pair avec la démocratie participative et prépare la démocratie participative en termes d'éducation, de préparation, en fait, d'éducation à la citoyenneté. Pour que les questions qui concernent la communauté, que l'espace public, que le citoyen pris individuellement se les approprie également. Mais là, c'est tout un processus et il faut, l'école y a son rôle, la famille y a son rôle, les communautés y ont leur rôle, l'État y a son rôle. Et je pense qu'il nous faut arriver vers des sortes de coalitions très fortes pour préparer les citoyens à cette culture citoyenne, voilà, d'appropriation des problèmes et d'engagement dans la prise en charge autonome des problèmes. Et je pense que cette équation, tant qu'on ne l'aura pas réglée, on passera quelque part à côté de quelque chose qui est essentiel. Est-ce que la rencontre Abdoulaye Wade de Macky Sall fait partie de l'équation à régler? Mais je le pense. Je pense, parce que cette rencontre, moi, je la vois sur plusieurs niveaux. Je pense que, d'abord, dans un contexte, le président a été inspiré, après sa réélection, l'a appelé à un dialogue, après une victoire quand même qui n'est pas contestable. Donc c'est en position de force qu'il appelle au dialogue. Deuxièmement, et de façon explicite, il avait exprimé le souhait d'avoir à ses côtés et de pouvoir solliciter les prédécesseurs, en l'occurrence le président Abdou Diouf et le président Wade, sur les grands sujets de notre époque. Parce que nous vivons quand même un monde très difficile et on est dans un environnement qui n'est pas évident. Souvent, on n'en a pas conscience. Les acteurs qui sont dans la parole publique n'ont pas conscience suffisamment des dangers, des menaces qui pèsent sur nous. Voilà. Ils n'en ont pas conscience. Tout cela constitue des problèmes. Ensuite, l'évolution de notre pays qui change de statut, qui devient pays pétrolier et gazier et qui fait l'objet de nouvelles convoitises, qu'on en soit conscient ou pas. Donc, dans un tel contexte, je pense que le président a été inspiré de dire, écoute, j'ai gagné, c'est vrai, mais la victoire a été une victoire de la démocratie du Sénégal. Je veux qu'on engage un dialogue sur les grands problèmes du pays pour voir comment améliorer notre gouvernance. 1. Et 2, je souhaite aussi que mes prédécesseurs soient, pour moi, des interlocuteurs avec lesquels je pourrais périodiquement converser, voilà, que je pourrais consulter, avec lesquels dont l'expérience pourra mettre à contribution dans la marche du pays. À cela s'ajoute maintenant le fait qu'il ne faut pas perdre de vue, quoi qu'on dise, il y a une dimension humaine dans la relation Wade-Macky. Nous qui avons été témoins de l'évolution des relations, ça m'a toujours peiné de voir que les vicissitudes de la politique les aient autant éloignés. Nous tous, on en a quelque part souffert. Bon, écoute, on gère. Moi, quand j'entends les hommes politiques dire, moi, voilà, je suis sans état d'âme, je pense que c'est une approche tout à fait nulle de la politique. La politique, on l'a fait aussi avec le cœur. Et ceux qui ont le plus de chances de réussir en politique, d'ailleurs, c'est ceux qui savent parler au cœur des gens. Voilà. Et je pense donc qu'aujourd'hui, que le président Wade, que le président Macky puissent se retrouver, ça ne m'intéresse pas fondamentalement de savoir, c'est l'exercice qui est pour moi important. Alors, si j'observe le comportement des citoyens après la prière de Missa Lekoul Djinan, mais il fallait voir les Sénégalais, comme ils étaient soulagés, comme ils étaient heureux de voir cette unité entre le principal leader de l'opposition et le chef de l'État, Wade et Macky, de voir un peu tout cet œcuménisme se déployer de façon si admirable. La communauté chrétienne qui cède son espace, les Tijanes qui viennent faire leur wazifa. Voilà. Je pense que c'est l'un des plus grands moments de bonheur que les Sénégalais ont vécu cette année. Ça m'a inspiré en réalité, ce que vous dites, en regardant en réalité cette joie intense qui s'est dégagée et qui était naturelle chez presque tous les Sénégalais, de quelque bord que ce soit, ça m'a montré en réalité que les Sénégalais ne sont pas à l'aise dans le conflit. Fondamentalement, nous sommes des hommes de paix.
Donc les gens ne sont pas en conflit. C'est vrai, ça peut arriver, mais après ça finit par lasser les gens et puis finit à mettre les gens dans des situations difficiles. Et du coup, dès l'instant que les deux présidents se sont rapprochés, tu as senti en fait ce ouf de soulagement. Après, ce qu'on peut y mettre, les gens n'ont pas forcément compris, mais en réalité, les gens sont soulagés de voir que les choses... Mais maintenant, il ne faudra pas que ces intentions-là, cette volonté-là, en fait, cette attente-là des Sénégalais ne soit pas déçue à travers ce que les gens commencent à appeler des deals. Je ne pense pas en réalité que ce soit peut-être la meilleure récompense qu'on peut faire aux Sénégalais. Les Sénégalais ont envie que les fils sénégalais se retrouvent, de quelque bord qu'ils se soient, autour de l'essentiel. Mais qu'ils se retrouvent aussi dans la vérité. C'est que les gens ont besoin aussi de voir que les gens marchent ensemble et marchent avec eux, mais pas marchent contre eux. Et je pense que c'est la leçon qu'il faudra tirer de cette rencontre-là. Et donc, il est indispensable que les Sénégalais ne soient pas déçus dans cette affaire-là. Voilà, le temps que vous avez imparti est terminé. Je suis désolé. Merci à M. Abdou Fall, ancien ministre de la Culture. Merci à Falilou Ba, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste du changement de comportement, lauréat du meilleur prix de la recherche 2019 en France. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.